Hello à tous. Aujourd'hui, on va continuer à parler de l'épreuve de mathématiques A XENS 2026. Dans ma précédente vidéo, j'ai regardé toute la partie préliminaire que vous voyez sur l'écran. On avait répondu aux questions 1 à 5, donc je vous invite à aller regarder cette vidéo. Et aujourd'hui, on va regarder toute la partie A qui concerne le principe du maximum pour les polynômes. Allez, c'est parti. On va rappeler quelques notations nécessaires pour cette partie. Donc on définit le disque fermé et le cercle de centre A, un point de C, et de rayon R, un réel strictement positif, comme D de AR, l'ensemble des complexes tels que module de Z- inférieur ou égal à R, et la frontière ou le cercle de centre A et de rayon R, défini par l'ensemble des Z appartenant à C, tels que module de Z-A est égal à R. On note grand D égale D de 0,1, le disque unité, delta de grand D égale delta de grand D de 0,1, le cercle unité. Delta de grand D aussi, j'aime bien l'appeler la frontière de grand D. Et puis pour grand S inclus dans C, un compact non vide, et P un polynôme de C crochet X, on note norme de P sur grand S, qui est simplement le sup des modules de P de alpha, pour alpha décrivant grand S. Ce qu'on veut démontrer aujourd'hui, en fait, dans cette partie du sujet de Polytechnique, c'est que pour tout polynôme P dans C crochet X de degré n-1, avec n supérieur ou égal à 2, et un Z dans le disque unité, eh bien on va montrer que le module de P de Z est inférieur ou égal à la norme de P sur le cercle unité. Donc ça veut dire qu'en fait, si vous prenez un Z dans le disque unité, donc Z avec module de Z plus petit que 1, eh bien le module de P de Z, il est inférieur ou égal en fait à la valeur maximale de module de P sur le cercle qui entoure le disque, donc la frontière du disque. Allez, c'est parti. Rappelle aussi le théorème du préambule du sujet, donc si grand U est une matrice unitaire, on peut l'orthodiagonaliser. Donc ça veut dire qu'il existe une matrice grand V unitaire et les valeurs propres lambda 1, lambda n de module 1, tel que grand U s'écrit V fois la matrice diagonale est lambda fois V puissance moins 1, et comme V est unitaire, V puissance moins 1 n'est autre que V étoile, la matrice adjointe de V. La transposée de la matrice conjuguée de V. Rappel, donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz, vous avez un produit scalaire hermitien ici. Le module du produit scalaire de x et y est plus petit que le produit des normes de x et de y, avec égalité si et seulement si les vecteurs x et y sont collinaires. Maintenant, on considère un z dans grand D, donc tout simplement un complexe de modules inférieur ou égal à 1, et on note S, la racine carrée de 1 moins module de z au carré. Et étant donné ce z, on définit la matrice grand U qui dépend de Z, et le premier vecteur de la base canonique E1 par les formules ci-dessous. Vous voyez la matrice grand U, elle a des Z ou des S ou Z bar à certaines positions de cette matrice, donc sur la première ligne, sur la dernière ligne, et sinon on voit qu'il y a des 1 au-dessus de la diagonale, et puis E1, bah, c'est tout simplement le premier vecteur de la base canonique de C puissance n. Première question, montrer que grand U est une matrice unitaire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les colonnes de U et on va montrer que ces colonnes forment une base orthonormale de C puissance n. Parce qu'autrement, essayer de faire directement le produit de U fois sa matrice adjointe, c'est moins intuitif, c'est moins facile à faire, je trouve. Alors, on note C1, Cn, les colonnes de U. Bien, par lecture directe, C1 c'est Z fois E1 plus S fois En. En, le nème vecteur de la base canonique de C puissance n. En effet, si vous regardez, U il a deux composantes, Z ici, donc c'est Z fois E1 plus S fois En. Et puis la deuxième colonne de U, vous voyez que ça va être S fois E1 moins Z bar fois En. Voilà, et puis les colonnes après pour CJ pour J supérieur ou égal à 3, eh bien c'est EJ-1, parce que si vous vous rappelez, on a des coefficients qui sont juste au-dessus de la diagonale. Donc, par exemple, grand C3 ici, c'est E2, et puis etc. Grand Cn, c'est En-1. Bon, regardons les normes de ces vecteurs. Quelle est la norme de C1 au carré?
Bah, par orthogonalité de E1 et En, norme de C en carré, c'est module de Z au carré plus S carré. On rappelle que S est un réel, hein, et c'est égal à 1, puisque S, c'était la racine carrée de 1 moins module de Z au carré. Donc S carré, c'est 1 moins module de Z au carré. De même, la norme de C2 au carré, eh bien c'est S carré plus module de Z bar au carré, mais le module de Z bar, c'est le module de Z. Et donc, par définition de S, c'est égal à 1. Et puis pour tout j supérieur ou égal à 3, eh bien la colonne CJ, c'est le vecteur EJ-1 de la base canonique de C puissance n, donc sa norme est évidemment égale à 1. Montrons ensuite l'orthogonalité de tous ces vecteurs. Le produit scalaire hermitien de C1 et C2 est égal à, eh bien, on fait tout simplement ce produit hermitien, hein, donc ça fait Z fois S bar fois E1 scalaire E1, donc Z fois S bar, mais S bar en fait c'est S, puisque S est un nombre L, plus S fois moins Z bar bar. Mais Z bar bar, quand vous appliquez deux fois, ça retombe sur Z, et donc finalement C1 scalaire C2, c'est égal à ZS moins SZ, donc c'est égal évidemment à 0. Puis les CJ, pour J supérieur ou égal à 3, bah, ce sont des vecteurs de base distincts de E2 jusqu'à En-1. Ils sont orthogonaux entre eux, et ils sont orthogonaux évidemment à C1 et C2, puisque C1 et C2 sont des combinaisons linéaires des vecteurs E1 et En de la base canonique de C puissance n. Donc finalement, on en déduit que les colonnes de U forment une base orthonormale de C puissance n, et cela démontre que U est unitaire. Question 7 du sujet. Montrer que le polynôme P évalué en Z, P de Z, est égal à E1 étoile, donc le transposé du premier vecteur de la base canonique de C puissance n, fois la matrice P de grand U, hein, qui dépend de Z, qu'on a défini au-dessus, fois le premier vecteur de la base canonique E1. Alors, de la question précédente, on tire l'action de U sur les vecteurs de base. Grand U de E1, c'est tout simplement la première colonne de U, c'est C1, c'est égal à ZE1 plus SEN. Et grand U de EJ, pour J supérieur ou égal à 3, c'est important, hein, supérieur ou égal à 3, c'est EJ-1. On va dans cette démonstration, on ne va pas avoir besoin de grand U de E2, on ne va pas avoir besoin de regarder comment U transforme le deuxième vecteur de la base canonique de C puissance n. Ce qu'on va faire, en fait, pour regarder P de grand U, on va regarder les U puissance k, et on va regarder comment ils s'appliquent à E1. Hein, pour évaluer P grand U de E1, c'est une somme des pk U puissance k appliquées à E1, donc on a juste besoin de regarder les U puissance k de E1. Eh bien, on va démontrer par récurrence sur k entre 0 et n-1 que grand U puissance k de E1 s'écrit de cette manière-là. Z puissance k E1 plus S, somme de I égale 1 à k des Z puissance k moins I, E, n plus 1 moins I. Avec évidemment, par convention, une somme vide si k égale 0. Bon, pour k égale 0, c'est facile, hein. U puissance 0, c'est la matrice d'identité, donc on obtient E1. Z puissance 0, c'est 1, donc on obtient aussi E1. Et la somme est vide, et la somme est nulle, par convention. Et puis pour k égale 1, ça se ramène en fait exactement à l'identité du dessus. Donc c'est bon. Maintenant, on suppose que c'est vrai au rang k plus petit que n-2, et on veut montrer le résultat au rang k plus 1. Donc on est en train de démontrer le résultat par récurrence. Et on note, c'est important, que si k est plus petit que n-2, et si vous prenez un i qui est plus petit que k, eh bien la quantité ici, la n plus 1 moins i, ça va être supérieur ou égal à 3. C'est important parce que vous voyez, on va appliquer ce résultat ici au-dessus. Bon, donc on veut regarder u puissance k de E1. Mais u puissance k de E1, ce n'est autre que u appliqué à u puissance k de E1. Pardon, je veux dire u puissance k plus 1 de E1, c'est u de u puissance k de E1. Donc c'est u de ça. Donc c'est comme si on prenait ce terme-là, là, et qu'on appliquait u. Donc c'est z puissance k fois grand U de E1. Et grand U de E1, c'est ça. Donc c'est z puissance k fois ça. Donc ça se développe en z puissance k plus 1 E1 plus s z puissance k En. Plus, eh bien, vous appliquez
grand U, c'est avec la linéarité de grand U, c'est S somme de I égale 1 à K des Z puissance K moins I fois grand U de En plus 1 moins I, mais grand U de En plus 1 moins I, comme N plus 1 moins I est supérieur ou égal à 3, grand U de N plus 1 moins I, c'est grand U de En plus 1 moins I moins 1, donc il y a les 1 qui sautent, donc En moins I. Donc vous retombez sur cette somme, et ce que vous faites, c'est que vous réindexez la somme par I' égale I plus 1, et bien vous tombez bien sur le résultat attendu. Donc vous voyez, la clé, c'est vraiment qu'en fait, dans tous les termes de la somme du dessus, là, les indices n plus 1 moins i appartiennent à un ensemble qui exclut les entiers 1 et 2. Et donc toutes ces quantités sont supérieures ou égales à 3, donc on peut utiliser cette formule simple ici. Voilà, donc comment vous pouviez obtenir ce lemme le jour de l'examen? Eh bien, il faut un peu tâtonner. Vous regardez pour k égale 1, pour k égale 2, k égale 3, et la récurrence normalement vient assez vite. Bon, dans la formule du lemme, pour 1 inférieur ou égal à i inférieur ou égal à k inférieur ou égal à n-1, donc on a n plus 1 moins i supérieur ou égal à 2. Là, si on retourne à la formule, on revient ici, hein. On revient ici, et donc vous voyez, comme k est plus petit que n-1, toujours, et quand vous prenez i plus petit que k, bah, cet indice-là, eh bien, il est toujours supérieur ou égal à 2. Et donc, en fait, u puissance k de E1, c'est z puissance k de E1 plus ce vecteur-là, là, mais qui est orthogonal à E1. Donc, si on fait E1 étoile fois grand U puissance k de E1, c'est en fait le produit scalaire hermitien de E1 et U puissance k de E1, eh ben, ça, en fait, c'est juste Z puissance k. C'est la coordonnée de U puissance k de E1 sur E1. Bon, si on prend maintenant un polynôme, si on revient au polynôme, somme de k égale 0 à n-1 des pk grand X puissance k, eh bien, par linéarité, E1 étoile P de grand U fois E1, c'est la somme de k égale 0 à n-1 des pk fois E1 étoile U puissance k E1, et on a démontré au-dessus que E1 étoile U puissance k E1, ça valait Z puissance k. Donc c'est égal à la somme de k égale 0 à n-1 des pk Z puissance k, qui n'est autre que P de Z. Et donc, on a bien démontré que P de Z est égal à E1 étoile fois P de grand U fois E1. La dépendance en Z, hein, elle est cachée dans la matrice grand U, qui dépend de Z. Bon, en utilisant le théorème du préambule, on peut montrer que le module de P de Z est plus petit que la norme subordonnée de la matrice P de grand U, qui elle-même est plus petite que le maximum du polynôme P sur le cercle unité. Bon, on va d'abord démontrer cette première inégalité. On sait que grand U, c'est une matrice unitaire, donc on peut la diagonaliser avec une matrice de passage elle-même unitaire, grand V, et une matrice grande diagonale diag des lambda I, et avec les valeurs propres lambda I qui ont un module égal à 1. Alors, c'est une formule habituelle, hein, vous pouvez passer au polynôme P de grand U, c'est égal à V fois le polynôme évaluant la matrice diagonale grand D fois V étoile. Maintenant, d'après la question 4 de la partie préliminaire du sujet, V et V étoile étant unitaires, bah, la norme subordonnée de P de U, c'est la norme subordonnée de V fois P de grand D fois V étoile, parce qu'on a montré que P de U est égal à V de P grand D fois P étoile. Et V étoile sont des matrices unitaires. Alors je vous rappelle, sur la vidéo précédente, bah, on avait montré que pour toute matrice unitaire et pour toute matrice grand A, la norme subordonnée, finalement, n'est pas affectée par une multiplication à droite ou à gauche d'une matrice unitaire. Bon. Donc finalement, ici V et V étoile, elles sont unitaires, donc on peut les supprimer, hein. Donc la norme subordonnée de P de U, c'est la norme subordonnée de P de grand D. Et on avait montré aussi, d'après la question 2 de la partie préliminaire, concernant la norme d'une matrice diagonale, puisque la matrice P de grand D elle est diagonale, hein, bah, que sa norme subordonnée, c'est le max des modules P de lambda I. Et comme les lambda I, eux, les valeurs propres, elles, les valeurs propres
sont situés sur le cercle unité, eh bien on sait que le max des modules de P de lambda I, c'est bien évidemment inférieur au max des modules de P de W pour W qui décrit tout le cercle unité. Parce que les lambda I, c'est juste des points sur le cercle unité. Donc le max des modules P de lambda I, évidemment, est inférieur ou égal au max sur le cercle unité. De P sur le cercle unité. Et voilà. Maintenant, on doit démontrer l'autre inégalité. Module de P de Z inférieur ou égal à la norme subordonnée de P de U. D'après la question d'avant, P de Z, c'est E1 étoile fois P de grand U fois E1. Donc c'est le produit scalaire hermitien de P de U E1 fois E1, comme je l'avais déjà dit. Par Cauchy-Schwarz, module de P de Z, c'est donc le module de produit scalaire de P de U1 fois E1. C'est inférieur ou égal au produit des normes, donc la norme de P de U de E1 fois la norme de E1. Mais la norme de P de U de E1, c'est inférieur ou égal à la norme subordonnée de P de U fois la norme de E1. Donc finalement, on se retrouve avec norme de P de U, norme subordonnée de P de U fois norme de E1 au carré, mais norme de E1 égale 1, donc à droite, on a juste norme subordonnée de P de U. Et donc, on a bien démontré cette inégalité. Dans ce sens-là, c'est très simple, finalement, parce que c'est juste prendre la question précédente et appliquer Cauchy-Schwarz. Très simple. Bon, passons à la question suivante. Dans ce cas, on va supposer que module de Z est inférieur strict à 1. Donc on est dans le disque unité, mais on n'est plus à la frontière, on n'est plus sur le bord, on est à l'intérieur. Et on veut montrer que le module de P de Z est inférieur strict au max de module de P sur le cercle unité. Donc autrement dit, quand on a un point Z qui est à l'intérieur du disque unité, le module de P de Z, c'est inférieur strict au max de module de P sur le cercle unité. Bon, cette question est plus difficile. Alors, comme module de Z inférieur strict à 1, on peut poser S égale racine carrée de 1 moins module de Z au carré, qui est strictement positif. On va faire par l'absurde. Donc supposons qu'on a un Z avec un module inférieur strict à 1 tel que module de P de Z soit égal au max de module de P sur le cercle unité. Dans ce cas-là, dans la démonstration de la question précédente, toutes les inégalités doivent être des égalités. On revient à cette question-là. Vas-y, maintenant on suppose qu'on a un Z tel que module de P de Z égale le quotient de droite, donc ça veut dire que la norme subordonnée de P de U, elle est égale à ces deux quantités, et que quand on a démontré par Cauchy-Schwarz, ici on doit avoir égalité. Et donc ça veut dire que P, U de E1 et E1, ils doivent être collinéaires. Donc ça veut dire qu'il existe un lambda tel que P de U de E1 égale lambda fois E1. Mais si vous prenez cette égalité, que vous multipliez par E1 étoile à gauche, en utilisant le fait que E1 c'est un vecteur normé, lambda en fait c'est P de Z. Et donc P de U de E1 égale PZ de E1. Quand on voit ça, on a envie d'étudier, de regarder le polynôme P de grand X moins P de Z, qui s'annule en Z, et on écrit sa division euclidienne à ce polynôme par grand X moins Z. Donc P de grand X moins P de Z, c'est grand X moins Z fois R de grand X, avec R de grand X, qui est un polynôme de C crochet X de degré n-2. Et l'objectif des slides suivants, c'est qu'on va montrer que cette hypothèse, là on raisonne par l'absurde, ça va conduire à R égale 0, et on va montrer qu'à partir de là, on va aboutir à une absurdité. Bon. Si vous prenez K, qui est entre 1 et n-1, on a cette factorisation classique. X puissance K moins Z puissance K égale X moins Z fois cette somme que vous voyez. C'est la formule habituelle de factorisation de B puissance K moins A puissance K, que vous devez connaître. Alors, en partant de cette égalité en haut, valable pour K entre 1 et n-1, vous multipliez par PK, cette égalité, et donc P de grand X moins P de Z, c'est la somme de K égale 1 à n-1 des PK grand X puissance K moins Z puissance K, évidemment, par définition de P et de P de Z, et puis on peut partir de 1 puisque les P0 se suppriment l'un et l'autre. Le grand X puissance K moins Z puissance K, vous utilisez la formule du dessus, et on tombe finalement P de grand X moins P de Z égale à cette somme. Voilà, et donc en fait le polynôme R de X, on a une formule explicite. En fonction du polynôme P, en fonction des PK,
de z et de grand X. Ça, c'est une formule qui peut être intéressant d'avoir en tête, au moins de se rappeler comment la démontrer. Bon, si on identifie le coefficient de x puissance j pour j entre 0 et n-2, et puis on note que seuls les k qui sont plus grands que j plus 1 vont contribuer. Vous voyez ici, là, prenez ce polynôme Rx et vous voulez savoir quel est le coefficient de x puissance j. Le coefficient de x puissance j, c'est Rj par définition, et puis en fait c'est la somme de k égale j plus 1 à n-1 des pk fois z puissance k moins 1 moins j. Vous prenez m égale j, et il faut s'assurer que en fait, on va considérer que les k qui sont supérieurs ou égaux à j-1. À partir de là, le lemme de la question 7 donne que pour k entre 0 et n-1, grand puissance k de E1, c'est z puissance k de E1 plus s fois la somme que vous voyez sur le slide. En sommant contre les coefficients pk de p de grand X, donc on multiplie la première équation par pk, on somme sur k entre 0 et n-1, on obtient p de grand U de E1, donc c'est la somme des pk z puissance k fois E1, donc ça c'est p de z, hein. Puis il y a une somme compliquée à droite, S fois, alors vous pouvez intervertir les deux sommes, hein, somme de i égale 1 à n-1 de somme de k égale i à n-1 des pk z puissance k moins i fois e n plus 1 moins i. Et cette quantité-là, là, ici, ce n'est autre que Ri-1, donc le coefficient d'ordre i-1 du polynôme R de grand X. C'est exactement ce qu'on a démontré là. Ok? Exactement ça. Eh bien, en posant j égale i-1, donc on fait une petite réindexation dans cette somme, on obtient P de grand U de E1 égale PZ fois E1 plus S fois la somme de J égale 0 à N-2 des RJ EN-J. Bon. On a établi PU de E1 égale PZ de E1, vous vous rappelez, hein, le premier slide de cette question, et là on vient de démontrer PU de E1 égale PZ de E1 plus une somme qui dépend des RJ. Eh bien on en déduit évidemment que S fois la somme de J égale 0 à N-2 des RJ EN-J égale 0. S est non nul, puisqu'on a supposé que module z était inférieur strict à 1. Évidemment, les E1, etc., En, ce sont les vecteurs de la base canonique de C puissance n, donc qui sont linéairement indépendants. Donc ça veut dire que tous ces coefficients Rj, ici, sont nuls, et donc que le polynôme R est nul. Eh bien, ça amène que P de grand X moins P de Z est le polynôme nul, c'est-à-dire que le polynôme P est constant. Mais ça peut pas être le cas, puisque degré de P depuis le début égale n-1 supérieur ou égal à 1, parce que n supérieur ou égal à 2, et donc on a une contradiction. On a donc démontré par l'absurde que le module de P de Z est forcément plus petit que le max de module de P sur le cercle unité. Très bien. Bon, un corollaire, c'est pas une question du sujet, mais maintenant on prend un polynôme non constant, donc de degré supérieur ou égal à 1, on prend un nombre complexe quelconque, A dans grand C, et R un rayon strictement positif. Alors, le module du polynôme P évalué en A, eh bien, il est strictement plus petit que le max de module de P sur le cercle centré en A et de rayon R. C'est ça que veut dire cette inégalité. Comment on démontre ça? Je pense que vous avez l'intuition, et on se ramène au cas précédent. On prend le polynôme P, on définit le polynôme Q de grand X égale P de A plus R grand X, un polynôme de même degré que P, parce que R est strictement positif. Et on applique la question 9 au polynôme Q en Z égale 0, donc le module de Q de 0, c'est inférieur strict au max de module de P sur la sphère unité. Mais ça veut dire, en fait, ça se traduit comme module de P de A, qui est plus petit strictement que le max de module de P de A plus Rx, avec module de X égale 1, et ça c'est en fait le max de module de P sur le cercle de centre A et de rayon R. Voilà, donc on a étendu à un disque quelconque.
pas juste le disque unité. Question 10. Donc on prend grand S, un fermé borné non vide de C. Et on définit sa frontière, delta grand S, inclus dans S, par la définition en fait de son complémentaire. Donc on dit que son X appartient au complémentaire de delta S dans S, si et seulement si il existe un petit disque centré en X et de rayon delta strictement positif, tel que le disque reste inclus dans S. Donc ça veut dire que X ne peut pas être juste à la frontière de S, au bord de S. Et on demande de montrer que eh bien, le max de module de P sur grand S, sur le fermé borné, est en fait égal au max de module de P sur la frontière de grand S. Bon, il y a un sens qui est facile. Delta grand S est inclus dans S, par définition. Donc le max de module de P sur delta grand S, c'est forcément inférieur ou égal au max de module de P sur grand S. Donc la démonstration intéressante, c'est pour l'autre inégalité. Bon, grand S est fermé borné dans C, qui est on peut identifier à R2, c'est un espace vectoriel normé de dimension finie, et donc grand S est compact. Module de P, P est un polynôme, module de P c'est une application continue. Donc elle atteint son maximum sur le compact grand S en un point qu'on va noter alpha 0 appartenant à grand S. Et donc le, le maximum de module de P sur grand S, c'est module de P de alpha 0. Bon, si P est un polynôme constant, eh ben forcément le max de module de P sur grand S, c'est module de P, c'est le max de module de P sur delta grand S. Bon, juste un point que delta grand S, elle peut pas être vide, parce que grand S c'est un borné non vide, il peut pas être aussi ouvert dans C, parce que si delta grand S est égal au vide, eh bien du coup ça veut dire qu'en fait grand S est un ouvert. Parce que ça voudrait dire que pour tout X dans grand S, vous avez un petit disque autour de X qui est inclus dans grand S. Donc grand S serait ouvert. Mais grand S peut pas être à la fois fermé, borné non vide, et ouvert, ouvert non vide, par la connexité par arc de grand C. Donc le cas P constant, c'est comme ça. Dans le cas P non constant, eh bien, supposons, on fait encore par l'absurde, que alpha 0 ne soit pas à la frontière de grand S. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il existe un petit cercle de rayon delta strictement positif, tel que le cercle centré en alpha 0 de rayon delta est inclus dans grand S. Mais par le corollaire précédent, justement, qu'on a généralisé, vous vous rappelez, à n'importe quel cercle, ça veut dire que le module de P de alpha 0 est inférieur strict au max de module de P sur la frontière de ce cercle, centré en alpha 0 de rayon delta. Mais la frontière de ce cercle, elle est inclue dans le disque de même rayon de même centre, qui est inclus dans S. Et donc on aurait que la norme de P, le max de module de P, pardon, sur ce cercle, elle est inférieure ou égale au max de module de P sur tout grand S, qui est égal à module de P de alpha 0, par définition d'alpha 0. Et on obtiendrait module de P d'alpha 0 inférieur strict à module de P d'alpha 0. C'est une contradiction. Donc alpha 0 est forcément sur delta grand S, la frontière de grand S, et donc le max de module de P sur grand S, on a dit que c'était module de P de alpha 0, et on a montré que ce module de P de alpha 0 était plus petit que max de module de P sur delta grand S. Et donc, avec l'inégalité facile qu'on a déjà démontrée dans l'autre sens, on a montré que le max de module de P sur grand S, ce fermé borné, c'est le max de module de P sur la frontière de grand S. Et voilà. Donc, on vient de retrouver, avec des techniques purement matricielles, le principe du maximum pour les polynômes de Sécroche X. Le module d'un polynôme atteint son max sur le bord de tout compact. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.